Bonjour à tous, mon nom est Martin Le Sauteur, je suis directeur général de Magog Technopole. Bonjour et bienvenue à Penser IA, un balado où on démystifie l'intelligence artificielle pour mieux comprendre son impact concret sur nos organisations. Cet épisode s'inscrit dans le cadre de notre série Connexion en affaires, qui est une communauté de pratique en IA, qu'on travaille en collaboration avec Mathieu Lirette-Gélina de Maverick Analytics. Mathieu, merci d'être là aujourd'hui. Salut Martin. Salut tout le monde. Effectivement, on a le plaisir de co-animer cette balado-là avec Magog Technopole et on a encore le plus grand plaisir d'accueillir Stéphane Hamel qui est chargé d'enseignement à l'Université Laval. On aborde avec lui aujourd'hui le sujet de comment on peut transformer notre visibilité en ligne. Le passage du SEO, pour ceux qui savent qu'est-ce que ça veut dire, le Search Engine Optimization, le SEO traditionnel, vers le GEO, donc le Generative Engine Optimization. Autrement dit, quand une intelligence artificielle répond à une question, est-ce que votre entreprise fait partie de la réponse? Pour en parler, ben voilà, Stéphane, merci d'être là. Tu peux-tu nous Absolument, merci. introduire un peu, parle-nous un peu de qui que t'es, Oui, oui. puis qu'est-ce que ça fait du GEO finalement? Exactement. En fait, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis chargé d'enseignement à l'Université Laval, mais bon, j'ai un long track record là, de plus que 25 ans là, du côté marketing, du côté web et tout ça. J'enseigne le marketing, j'enseigne l'analytique. Essentiellement, c'est quoi? C'est de comprendre le comportement des gens qui viennent sur notre site web, de voir d'où vient le trafic, qu'est-ce qu'ils font sur le site web, puis est-ce que ça fonctionne. Euh, Puis là, on fait le lien avec le géo, justement, pour voir, maintenant qu'on a des résultats générés par l'IA, est-ce qu'on va apparaître dans les résultats au moins en partant? C'est ça, d'ailleurs, ça fait longtemps. Stéphane et moi, on a travaillé ensemble dans le temps chez Neuron en 96-98. Là, c'est ça, on en parlait. À l'époque, c'était les premiers outils de web analytique comme Urchin, que personne ne connaît parce que c'est devenu Google Analytics. C'est un produit payant que Google a acheté pour le donner, pour aller requêter des données. Ça a bien été pour eux autres, je pense. C'était une bonne idée. Oui, oui, ça a bien été pour eux autres. Mais ce qui est fou vraiment, c'est que là, on se retrouve, tu sais, on se retrouve des années, des dizaines d'années plus tard, puis on revient à la base de savoir comment le monde va nous trouver, puis est-ce que on va être suffisamment intéressant pour qu'ils prennent la peine de venir nous visiter. Euh, Puis là, on est allé un peu au début de tout ça, le géo, tout ce qui est le Generative Engine Optimization. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup je dirais, de recettes magiques que je vois passer à gauche, à droite. Fait qu'on va essayer de comme clarifier ça un peu parce que au final, on va voir que les choses évoluent, mais c'est pas. Il y a des choses qui changent radicalement, mais la base est toujours là, est toujours la même. OK. Parce que je me posais la réflexion tantôt, quand vous travaillez ensemble dans les années 90, avez-vous fait un podcast de c'est quoi le SEO finalement, de passer de zéro à SEO? Ça n'existait pas. Pas à l'époque, non. Non, Pas à c'est ça. l'époque. Non, mais il a fallu quand même convaincre des clients à l'époque que c'était important de mesurer le trafic qu'il y avait sur leur site web parce que Ouais. il y avait de l'investissement marketing qui était fait, il y avait du contenu qui était développé, il y avait beaucoup d'argent, ça coûtait cher de développer des sites web. Puis on faisait tout ça, puis c'était comme wishful thinking. Là. Est-ce que ça va marcher? Puis là, à partir du moment où tu te rendais compte que tu pouvais littéralement mettre une sonde dans ton site web, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis comprendre comment ça marche, là, ça amenait des opportunités de plus, mais il a fallu éduquer le marché d'une certaine façon. Là. Puis là, c'est un peu la même chose qui se répète encore aujourd'hui. Tout le monde devient un expert du géo du jour au lendemain. Là. Ah ouais. OK. OK. C'est quoi les Mais est-ce choses que surprenantes ouais, peut-être que tu as entendues ouais, sur le vas-y. GEO? Euh, ben, Entre le SEO et le géo, là, il y a une évolution qui est très, très logique. Il y a une évolution qui est... il n'y a pas nécessairement une grosse rupture avec ce qu'il faisait. Fait qu'on,
Le SEO a toujours évolué, puis c'est sûr que Google dominait dans le marché, là, domine encore dans le marché. Puis il y a tout le temps eu cette espèce de course-là pour comprendre l'algorithme de Google dans les résultats de recherche, de voir, c'est quoi les mots-clés qu'il faut que je mette. Puis on est passé, Google, quand je rencontrais l'équipe qui était responsable de l'algorithme de Google, à un moment donné, dans une conférence, on a eu la chance de leur poser des questions. Ils nous ont toujours dit la même chose, dans le fond. Écrivez pour des humains. Puis, fait qu'on est passé d'un mode où on cherchait à trouver c'est quoi le bon mot-clé, parce que le monde cherchait avec des mots-clés. On est passé de là à c'est quoi l'intention de la personne quand elle fait la recherche, pour comprendre comment ça marche. Puis là, on est rendu à l'expérience que la personne va avoir. Fait que on cherche plus des mots-clés, on pose des questions. Et ça change vraiment le comportement. Fait qu'on est dans une expérience qui est complètement différente. Fait que là, on pousse encore plus loin. L'idée, c'est pas d'essayer de trouver des mots-clés pour se positionner dans une page. De toute façon, depuis longtemps, n'importe qui vous promet de sortir numéro 1 dans les résultats de recherche de Google, c'est impossible. On peut pas arriver à faire ça. Fait qu'on passe de positionnement dans une page à être présent dans une réponse. Puis ça change le thinking. Martin, tu voulais dire quelque chose tantôt? Je t'écoute. Ouais, mais c'est ça. Je pense que j'ai répondu à ma question. Est-ce que c'est une révolution ou une évolution? Puis, tu sais, fait que là, aujourd'hui, tu as le SEO, je pense, c'est pas toutes les recherches qui ont migré vers les engins génératifs. Fait que est-ce que la stratégie est conjointe? Comment je peux continuer à sortir en SEO parce que Google capture encore beaucoup de trafic, mais comment je peux aussi sortir sur les engins? Est-ce que j'ai ces deux affaires différentes, là, tu sais? Ouais, ben c'est ça. Moi, ça me fait rire quand je vois des choses qui disent SEO is dead. Tu sais, c'est comme une tendance de dire tout ce qui existait avant, c'est toujours mort. Tout ce qu'il y avait avant, c'est jamais bon. Il faut tout le temps réinventer. Puis souvent, on développe un nouveau vocabulaire, justement, alentour de ça. Mais le SEO devient une couche d'infrastructure, dans le fond. C'est la base sur laquelle le géo va s'appuyer. Fait que si ton SEO est pas bon, c'est sûr que ton géo sera pas bon. Si tu n'es pas capable de développer un vocabulaire qui fait en sorte que, au lieu de dire mon entreprise est la meilleure, ben, ce qu'il faut démontrer, c'est que pourquoi mon entreprise est la meilleure. C'est de répondre aux questions. Au lieu de dire, je voyais un exemple très simple, là, au lieu de dire on est un cabinet un cabinet de dentiste, là. Ben, au lieu de dire ça, peut-être que c'est de reformuler un peu puis de dire le cabinet un tel situé à tel endroit est un cabinet de dentiste qui met l'emphase sur tel aspect. Tu sais. Là, on a cette phrase-là, dans son contexte, est capable de répondre à une question. Sinon, si je dis juste que je suis un cabinet de dentiste, je suis pareil comme n'importe quel autre cabinet de dentiste sur la planète. Il n'y a aucune distinction. Fait qu'on change la façon d'écrire, dans le fond. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que moi, par exemple, justement, j'ai une annonce, on parle de dentiste, que mon dentiste prenait sa retraite. Fait que là, disons que je veux chercher, tant qu'à y être, un nouveau dentiste. Je cherche dans GPT, Claude, les autres, ou même dans Google, parce que maintenant, on a des extraits IA dans Google. Quel est dentiste dans ma région? Ben, comment l'IA décide quelle entreprise, quelle source, quelle marque elle va mentionner? Oui, c'est ça. Ben là, il va y avoir plusieurs signaux, hein, parce que si tu fais ta recherche dans Google, déjà en partant Google dans son écosystème, tu as Google My Business, par exemple, qui devrait toujours être présent pour toutes les business parce que tu vas retrouver une description, tu vas trouver un endroit géographique, tu vas trouver des heures d'ouverture, même des évaluations aussi, tous ces éléments-là, ce qui fait que si tu cherches, trouve-moi le meilleur dentiste dans cette ville-là ou cette région-là, Google va déjà avoir l'information. La seule différence, c'est qu'au lieu de donner des résultats classiques là, avec des liens, tout ça, ben, il va faire le sommaire lui-même en regroupant pas juste ton information, mais en regroupant de l'information qui vient de plusieurs endroits, qui peuvent être complémentaires ou même contradictoires.
Fait que là, il va peut-être pas dire voici le meilleur dentiste avec un lien. Il va probablement dire il y a 3 ou 5 choix de dentistes. Un tel a des bonnes évaluations. Un tel est ouvert la fin de semaine. Ou, il va peut-être sortir des caractéristiques. Pour que ça sorte, ben, il faut que cette information-là ait été disponible à quelque part là, de façon claire et précise. Donc, ce que tu dis, c'est que dépendamment des engins comme soit ChatGPT qu'on connaît beaucoup, Mm-hmm. Google AI qui est Gemini ou Claude, ils n'ont pas accès aux mêmes sources de données. Je pense pas que Google donne accès à Google Business à ChatGPT, par exemple. C'est des données qu'ils ont acquis à gros prix ou à Mm-hmm. gros prix ou à gros profit, je veux dire. Ouais. Puis, donc, eux autres, ils ont un avantage, en fait, sur les autres, parce qu'ils ont ce set de données-là que les autres n'ont pas. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans les discussions, les conversations que je vois souvent, c'est quel algorithme ou quel outil est le meilleur? Est-ce que Ouais. Gemini est meilleur que ce que OpenAI fait? Ou est-ce que c'est Perplexity? Ou est-ce que c'est Claude? Puis, il y a des grandes lignes qui font en sorte que certaines solutions, certains algorithmes sont meilleurs pour certaines choses. Quand on est dans les sujets qui sont très, très dans le fond, c'est comme les recherches qu'on faisait sur Google, mais qui sont plus formulées sous forme de questions. Le réflexe, c'est peut-être justement de continuer d'aller dans Google. Quand je fais quelque chose qui est un peu plus élaboré, plus de recherche profonde, ben là, je vais peut-être aller dans GPT ou Perplexity. Claude est très très fort, lui, pour les aspects plus techniques, le développement, des choses comme ça. Mais au final, monsieur, madame, tout le monde là, qui vont chercher votre business, là, les probabilités qu'il y a dans GPT, Claude ou Perplexity sont peut-être moins fortes que la probabilité de tout simplement aller dans Google. Même, autre exemple, j'utilise mon browser, c'est Brave, parce qu'il y a des aspects de sécurité, puis de vie privée, puis des choses comme ça. Ben, mon moteur de recherche, c'est Brave Search. Puis Brave Search aussi va faire des résumés IA dans ses résultats. Donc, au final, si nous autres, on a bien fait notre job là, de bien euh, améliorer nos contenus, de répondre à des questions, de faire en sorte qu'on utilise des données structurées dans nos pages, comme schéma, techniquement, là, c'est schéma.org ou des JSON LD, là, qui est le terme technique. Dans le fond, ce que c'est que dans la page, il y a des éléments structurés qui sont standardisés, qui vont dire c'est quoi l'organisation ou c'est quoi le produit, un format qui permet de documenter un contact, des heures d'ouverture, name it, là, il y a plein de formats différents. Et ça, ben, l'IA, quand elle vient s'alimenter, va comprendre ces choses-là, puis ça va aider à bien sortir dans les résultats. OK. Fait que chacun des IA a accès à des données différentes, à des modèles différents, Mm. mais toi, tu as juste un site web. Tu peux pas commencer à t'adapter à tout ça. Fait qu'il faut que tu Ça. sois un peu Oui, non. agnostique, là. Tu sais. Ouais, ben oui, tu as peut-être juste un site web, mais par contre, tu as une présence sur Facebook, ou tu as une présence sur LinkedIn, ou tu as une présence sur Google My Business, justement. Tu as une présence parce que tu es dans Magog Technopole, puis il y a un lien, il y a une page de description de ta business dans le site de Magog Technopole. Fait que plus ça va, un peu comme il y avait avant avec le SEO, de toute façon, plus tu vas avoir des sources crédibles, fiables, qui pointent vers toi, ben, ce que ça fait, c'est que ça vient renforcer le signal de crédibilité. Ça fait que quand l'algorithme va avoir à décider qui j'inclus dans mon résultat, il va essayer d'inclure le monde qui a le plus de crédibilité dans le contexte de cette question-là. Mais Il ça, faut c'est pas oublier, l'algorithme de Google. Ça, c'est ben, l'algorithme de Google qui fait oui, ça. mais de n'importe quel moteur de recherche ou de n'importe quel algorithme aussi, OK. quand il vient pour répondre à une question, il regarde la crédibilité de la source. Puis cette OK. crédibilité-là est influencée par le fait que, euh, mon exemple, si tout le monde parle de dentiste, comme tout le monde est égal, mais qu'est-ce qui va faire qu'un dentiste va se démarquer plus qu'un autre? Ben, ça va être parce qu'il a peut-être réussi à mettre de l'information, à avoir des avis sur Google My Business, là, sur la page où il y a des avis qui sont plus positifs. Ça va être un signal que l'IA peut, peut-être pas systématiquement, mais un signal que l'IA pourrait utiliser pour venir
dire, OK, ça, c'est une source crédible, c'est une autorité dans le domaine, je vais pouvoir la mettre de l'avant. Donc, tous les principes, bien évidemment, on en parle, tout ce qu'on a appris à la bonne vieille école du SEO, ça s'applique encore, il n'y a rien de mort là-dessus. Mais peut-être ce qui va être intéressant de savoir, ben, OK, qu'est-ce qui change à ce moment-là? Tu sais, moi, j'ai un site web, on est une entreprise, on offre des services. Fun fact, quelqu'un m'a déjà récemment trouvé sur Copilot. Et puis, OK, on s'est posé la question pourquoi. Qu'est-ce qui change dans le contenu du site web qui fait que tu as peut-être plus de chances de sortir sur des engins d'IA? Ben, la cohérence du contenu. Une cohérence du contenu, pas juste sur le site web, mais partout où on va être présent. Les données structurées qu'on va pouvoir mettre dans notre site web. La répétition sur plusieurs sources aussi vont jouer. Puis, que ça soit bien aligné avec l'intention de la question. Ça, on ne le contrôle pas beaucoup parce que dans les moteurs, dans les outils IA, il y a un historique, il y a un contexte qui se bâtit. Il ne faut pas penser à la question de façon unique. Il faut penser à la question dans le contexte d'une conversation. Puis ça, on n'a pas de la visibilité là-dessus. Mais ça va venir influencer le résultat, là, c'est sûr. Mais ce que tu dis, maintenant, la cohérence, je reprends le terme que tu as mentionné. Est-ce que, dans d'autres mots, tu es en train de nous dire la cohérence est plus importante qu'avant dans le contexte de JEO? Ben, peut-être, oui, parce que j'ai l'impression qu'en SEO, on essayait de trouver tous les keywords, tous les mots qui sont quasiment des synonymes au cas où quelqu'un utiliserait ce terme-là au lieu de ce terme-là. Okay. Mais avec le géo, ça n'a plus vraiment d'importance parce que l'algorithme est assez intelligent pour comprendre que si j'utilise des synonymes, des choses comme ça, ben c'est la même chose dans le contexte de la question et dans le contexte de la réponse que j'essaie de trouver. C'est d'être cohérent dans nos communications, dans la façon qu'on va se présenter, parce que l'IA va faire le restant, elle va comprendre les caractéristiques qui nous décrivent le mieux, finalement, au bout de la ligne. OK. Fait qu'un dentiste qui va être cohérent. Ah, excuse, vas-y, Martin. Oui. Ben, tu sais, au début, on parlait de démocratisation là, de la publicité. Tu sais, quand ça a commencé, c'était comme tout le monde peut être égal. La grosse entreprise, la PME peut être aussi visible que la grande entreprise au même prix. Tu sais. Puis ça a évolué dans le temps, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Est-ce qu'on revient à une forme de démocratisation avec l'intelligence artificielle ou encore là, pour la PME peut être aussi visible que la grande entreprise s'ils font bien les choses ou c'est encore au plus fort la poche, là? Non, ouais. Peut-être sur certains aspects, mais non, mais sérieusement, je pense que les PME peuvent être très compétitives dans ces résultats-là parce que ils peuvent même être mieux que les grandes entreprises parce que les grandes entreprises ont tendance ils vont peut-être avoir beaucoup de contenu, ça va diluer la cohérence. Ça va faire en sorte que les grandes entreprises, souvent, ça va être assez générique à un moment donné. Là, entre une entreprise et un autre qui sont majeurs, à un moment donné, ça se recoupe pas mal. Les PME, ils ont l'avantage de la spécialisation. De dire, je vais prendre un autre exemple. Une entreprise qui ferait de l'ingénierie mécanique, par exemple. C'est sûr que s'ils se présentent en disant on est une entreprise qui fabrique, on a des experts en ingénierie mécanique, des choses comme ça, il y en a probablement beaucoup d'entreprises qui peuvent faire ça. Si je me présente en disant nous, notre entreprise, on est spécialisé, c'est une vraie situation. On est spécialisé dans la conception de lits pour les hôpitaux. Puis, on a des ingénieurs mécaniques qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent faire des tests sur la résistance au feu, qui peuvent faire des tests sur la solidité des lits, sur le confort des matelas, sur plein de choses. Là, je suis spécialisé en tabarnouche. Je suis plus juste un ingénieur mécanique. Là, j'ai un créneau précis. Mais ça, les grandes entreprises qui font de l'ingénierie mécanique, ils ne vont pas commencer à dire « Ah oui, on est expert dans ça, puis dans ça, puis dans ça, puis dans ça. » Ça finira plus.
Mais la PME, elle a son créneau, elle a son expertise. OK. Ça revient au marketing à dire, c'est quoi ta valeur, c'est quoi ta proposition unique qui te distingue de tout le reste. Puis c'est Ton ça qu'il USP. faut tout le temps, ouais, tout le temps mettre de l'avant. Hein. Parce que moi, tu sais, je réfléchis, tu sais, parce qu'il y a aussi des moyens de mettre de l'argent sur la table pour sortir des résultats de Google, là, tu sais, d'acheter des mots-clés, puis tout ça, de bêter dans le marché de ça. Il existe-tu des façons d'investir pour ressortir plus dans l'intelligence artificielle, ou c'est comme encore Ouais. le Far West, là? C'est pas mal à Far West, je dirais, parce que tu sais, il y a beaucoup de discussions autour de OpenAI qui aurait une façon de mettre de la publicité monétisée ou même est-ce que bon c'est des rumeurs mais ou même que tu pourrais payer pour que la probabilité que tu apparaisses dans le résumé IA soit plus élevée. Je pense que ça viendrait détruire carrément Ça va venir. le bénéfice qu'on cherche là, tu sais. Mais ça, c'est intéressant. Martin dit ça va venir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Stéphane? C'est-tu inévitable qu'à un moment donné, Ben, ça soit monétisé, ça? Ou... À un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent une façon de monétiser, c'est sûr. Je pense pas que la situation actuelle est très, très viable parce que d'un autre côté, si on regarde, on va prendre juste Google, si on regarde la façon que ça fonctionne, comment Google s'est rendu dans le marché avec la valeur de marché qu'ils ont, ben, c'est parce que quelque part, il y a des marketeurs qui sont prêts à dire je vais dépenser de l'argent pour apparaître dans les résultats de recherche avec l'expectative qu'à un moment donné, il va y avoir des clics là-dessus, je vais amener du trafic qualifié, puis ils vont finir par acheter mes affaires. Ben là, ce qu'on voit, c'est que le trafic, à cause des résumés IA, où est-ce qu'il n'y a carrément pas de lien dedans, Pas bien. ben, le trafic vers les sites diminue. Puis les résultats, les publicités sont beaucoup moins efficaces qu'avant. Fait qu'à un moment donné, le monde va dire, ben, ça sert à Je rien peux que te je payer. mette de l'argent. Ouais. Pourquoi je paye, Ouais. tu sais? Parce que mon trafic diminue, parce que j'apparais pas dans les résultats de recherche ou dans les résumés. Ils vont trouver un moyen de le monétiser. C'est comme Facebook, tu sais. Ils vont trouver le moyen de le monétiser. Ils vont trouver le moyen parce que c'est toujours la publicité qui finit par tout payer. Ça m'amène à un Ouais, sujet intéressant. Comment ça se mesure? Tu sais, s'il n'y a pas de lien, il oui. n'y a rien, comment tu peux savoir que les gens t'ont trouvé avec l'intelligence artificielle, puis que là, mettons, dans Google Analytics, il n'y a pas de referrer, il n'y a rien. Il y Comment a tu fais rien. pour le mesurer? Ouais. Ben, en fait, dans certains cas, dans certains rares cas, actuellement, sur les sites que je regarde, le trafic qui vient de l'IA, c'est à peu près 1% du trafic global, sauf que ça n'arrête pas de monter. Là. Mais c'est pas nécessairement ça le problème. Le problème, c'est plus que quand ça fait juste apparaître dans les résultats résumés IA, puis qu'il n'y a pas de lien, puis que la personne n'a rien à cliquer finalement, ben, comment tu fais pour savoir que ton brand a été affiché ou que euh, quelque part tu as imprégné quelque chose dans la mémoire de la personne pour dire ah oui, ok, je pourrais consulter cette compagnie-là. On revient à des notions de base, encore une fois, en marketing, qui est la notoriété, qui est de mesurer ce genre de choses-là. Puis, bon, on pourrait le faire avec des sondages traditionnels, mais ce serait c'est un peu peine perdue. Hein. Fait que là, en ce moment, la façon de le mesurer, c'est beaucoup de trouver c'est quoi les questions que les gens peuvent poser dans ces engins-là et de simuler ces questions-là pour voir si on apparaît dans les résultats. C'est loin d'être efficace. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de start-up et d'outils qui émergent à gauche, à droite en prétendant pouvoir mesurer ça, mais c'est tellement, tellement instable que bon, ça va peut-être nous donner un peu d'informations intéressantes, là, mais il faut être très, très prudent avec ces informations-là parce que la seule façon qu'on va pouvoir le savoir, c'est si Google, de son bord, rend ça, par exemple, disponible dans le Search Console, qui rend de l'information disponible sur voici combien de fois tu as été exposé. Bing, la solution de Microsoft commence à le faire, mais on sait très bien que Bing, c'est pas nécessairement c'est pas là que la majorité des recherches Non. se font. Fait que les seuls qui vont pouvoir faire un job efficace, ça va C'est être Google.
c'est Google et les engins comme ChatGPT, Claude, Perplexity, s'ils décident de rendre disponible ce genre d'informations sur hey, c'est quoi que le monde pose comme question par rapport à ton produit, à ta marque, des choses comme ça. Ouais. Puis ce qui gravite alentour de ça, pas juste les questions directes. Là. C'est sûr que si je demande directement, trouve-moi un dentiste dans telle ville, c'est un peu plus facile, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi la conversation qu'il y a eu alentour de cette question-là précise. Toute la conversation qui entoure ça, c'est ça qui est difficile à avoir, c'est ça qui vaut cher. S'ils veulent monétiser, là, c'est ce genre d'informations-là qu'ils doivent fournir. Ouais. Parce que là, tu comprends le comportement de l'utilisateur, tu comprends l'intention, puis tu peux te positionner beaucoup mieux là-dedans. OK. Puis, Intéressant. tu sais, fait qu'aujourd'hui, tu sais, ça va évoluer, puis ça, c'est sûr, tu sais, les conseils d'aujourd'hui, c'est pas les conseils de demain, puis Non, c'est tu ça. peux mettre des gros disclaimers, là, tu sais. Faut qu'on le réinvite. Mais tu sais, je veux pas qu'on prenne trop de temps, mais tu sais, c'est par où on commence, tu sais, puis si tu avais, mettons, 3 action items là, aujourd'hui, conseils concrets là, à dire aux entreprises, là, sans être un magicien, là, ça serait quoi? Ben, je vois 3 affaires, justement. La première, c'est s'assurer que nos contenus sont bien structurés, qui sont pertinents, qui sont reformulés dans une approche qui n'est pas d'essayer de trouver des mots-clés magiques, là, mais qui est encore une fois bien plus axée sur répondre aux questions des utilisateurs. Si on peut faire ça, déjà, on a un bon point. Ensuite, c'est de s'assurer qu'on fait bien ressortir notre value proposition, là, notre niche, de jouer très fort, le plus fort possible là-dessus, puis d'harmoniser genre son écosystème. Oui, tu as ton site web, tu as LinkedIn, tu as des contenus à gauche, à droite, tu as des médias sociaux, tu as des ratings peut-être, des choses comme ça. Mais plus ça va être harmonisé, mieux ça va être. En plus, ça va aider le SEO conventionnel aussi. C'est ça. Mais peut-être le point de départ, là, vraiment, c'est structurer les contenus en termes de contenu textuel, mais aussi contenu visuel, parce que l'IA peut le comprendre, et des données structurées qu'on peut ajouter dans tout ça. Donc, ton contenu a pu être, je dis, contaminé avec les années à second-guesser les mots-clés potentiels, puis c'est comme dénaturé avec le temps. Faut revenir un peu à la base. C'est ça, parce que c'est ça qui garde plus que les mots-clés, ils s'en foutent complètement. Tu n'essaies pas de battre un algorithme, tu essaies de t'exprimer en langage naturel que les moteurs LLM comprennent. Là. Absolument, c'est ça. La pire chose à faire, là, puis il y a eu du monde qui pensait avoir trouvé des recettes magiques. Là. La pire chose à faire, là, ça serait de dire hey, avec l'IA, c'est super facile de générer 500 pages de plus pour mon site web avec plein de contenu généré par l'IA. Ben, ce que ça va faire, ça va peut-être faire un pic pendant pas longtemps, mais après ça va crasher complètement parce qu'on va se faire pénaliser carrément. C'est la pire chose à faire. De dire, moi je me souviens quand je me suis déjà fait dire, Mathieu, faut que tu mettes un blog avec des articles là, de 500 mots et plus, puis mets-en du stock là-dedans, là, puis comme ça, là, tu vas avoir l'air de savoir de quoi tu parles. Fait que là, finalement, c'est plus une bonne idée. Là. Ben, si tu n'as rien à dire, dis-le pas. Si tu as quelque chose à dire parce que ça te positionne comme un expert, une valeur unique qui n'est pas le contenu générique que toutes les autres font. Parce que là, il ne faut pas oublier que, oui, on peut générer du contenu, puis je le vois à tonnes dans mes cours. On peut générer du contenu super facilement. Ça va avoir l'air intelligent, mais c'est parce que ça va être la moyenne de tous les contenus. Là. Il n'y aura rien de bon là-dedans. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment peut-être d'en faire moins, mais d'être très, très niché dans notre contenu. Ça peut faire une différence aussi. Mais comme tu as dit, ça évolue tellement vite que même si j'avais la recette magique, je serais pas en train de vous parler, je serais millionnaire, puis je ferais d'autres choses. Mais si j'avais la recette magique, là, ce que je vous dirais, ce serait probablement, je vois tellement de posts passer sur LinkedIn, là, tu sais, des posts de genre j'ai trouvé la recette, puis commenter magie pour obtenir mon guide ultime.
Faites pas ça, là. Moi, C'est sûr que ça marche pas, là. moi, j'ai des questions rapides là, pour toi. En rafale. En En rafale, rafale. rapid fire, Ah ouais, let's go. exactement. Tu sais, fait que là, on vient de le dire, essayer de stuffer son site web de toutes sortes d'affaires, Hmm. ça amène à rien, ça Ah, amène à rien. Ouais. Fait que moi, j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est mieux d'être concis ou d'être précis ou un peu un mélange des deux dans ton Moi, contenu? je dirais d'être précis dans la réponse. Puis surtout, si c'est... À un moment donné, il y avait un débat un peu entre est-ce que je devrais créer une page FAQ pour les questions fréquentes? Euh, Dans le SEO, ça peut être bon parce que là, tu te retrouves que tu as une concentration de mots-clés dans un seul document. Tu sais. Mais en réalité, si tu as besoin d'avoir un FAQ, c'est parce que ton document, pas ton document, mais ton information est mal structurée. Parce que si elle avait été bien structurée, l'information, elle serait au bon endroit dans ton site web. Puis, C'est encore puis des Google questions à la l'aurait fin. indexé. Comment? C'est encore des questions après avoir fini de lire le site web, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que c'est mieux d'avoir le contenu à l'endroit où il est pertinent plutôt que d'avoir une page FAQ qui te liste 92 questions avec des réponses, là, tu sais. Euh, Fait au niveau géo, ça renforce ça encore plus parce que la question devrait se situer dans l'environnement, dans le contexte où est-ce que ça fait du sens. Ça va renforcer le signal. Nice. Autre question. Du contenu texte, évidemment, c'est bon, mais Hein? des images, s'il y a du texte dans les images et tout ça, est-ce qu'on se tire dans le pied? Du texte dans les images, absolument aucun problème parce que l'IA va le comprendre, va être capable de lire le texte dans l'image. S'il y a du JavaScript, s'il y a des patentes, des boutons à cliquer, puis des morceaux de page inaccessibles. Ouais, là, on peut frapper des nœuds un peu parce que généralement, les moteurs de recherche, l'indexation, les robots qui viennent crawler le site, ils vont pas exécuter le JavaScript parce qu'à un moment donné, ça devient trop lourd, puis ça devient inefficace, et tout ça. Ça fait que tout ce qui est fonctionnalité, généralement, ça va pas être indexé, ça va pas influencer. Ça fait que si on a des contenus qui dépendent du fait de faire une action précise, là, probablement que ce qu'il y a derrière ça sera pas inclus, là. OK. Puis J'ai honnêtement, vu. de moins en moins, parce que là, ils regardent la consommation d'énergie, puis tu regardes, tu sais, on commence à enlever des fonctionnalités, puis des affaires. Tu sais, ils ont enlevé Sora, ils brûlaient Ouais, 1 million par heure, je pense, avec ouais. ça l'année passée. Ils ont dit, OK, terminé, parce que ça nous coûte trop cher. Fait que, eux autres, aller crawler, puis aller trop loin dans le site web, ça coûte tellement d'énergie que là, ils sont en train de voir le rapport Ouais. coût-bénéfice. Ça vaut-tu Fait la que, peine? C'est ça. c'est ça. Puis, ben, tu sais, j'ai vu passer quelque chose. Justement, tu as mentionné que quelqu'un t'avait, Mathieu, tu disais que quelqu'un vous avait trouvé avec Copilote. Ben, j'ai vu passer quelque chose où quelqu'un a été trouvé, supposons, sur Copilote, mais elle se demandait la personne se demandait comment ça se fait qu'elle m'a trouvé, mais en réalité, c'est que Copilote avait indexé un vieux site. Fait qu'il y avait, fait que dans la partie structurée et améliorer les contenus, c'est peut-être de penser aussi aux choses vieilles et inutiles qui sont là parce qu'ils vont se faire indexer aussi, puis c'est peut-être pas la meilleure façon que tu veux apparaître. Fait que ça aussi, ça peut être important de faire du ménage finalement. Faire du ménage. Fait que toi, tu veux dire des pages qui sont comme inaccessibles dans ton menu, Ou mais un qui sont vieux site encore web. live. Ou Ouais, un c'est vieux ça. site web qui est encore là. Ouais. C'est sûr que si mettons que j'ai take down un site, en principe, là, c'est terminé, mais Ouais. c'est pour des restants là, qui pourraient. Peut-être des restants qui sont encore là. Ok. Tu sais, ça peut jouer. Euh, Ok. fait que c'est ça. Puis même le contenu vidéo aussi, il va pouvoir Ouais. être indexé. Tu sais, il y a quand même beaucoup de discussions par rapport à l'impact de ces outils-là sur la consommation d'énergie, tout ça. Puis il y a quelque chose qui est sorti là. Tu sais, on regarde 20 minutes de vidéo, on regarde des choses sur Netflix, on regarde même la télé à la maison à cette heure, c'est plus le câble, là, ça passe tout par le même fil Internet là, au bout de la ligne. Fait que quand on regarde la télé, on regarde un film à la télé pendant 1 heure et demie, 2 heures, ben ça consomme bien plus d'énergie ça
que les requêtes qu'on fait comme consommateur là, sur les LLM. Ce qui coûte cher dans les moteurs comme ça, c'est l'indexation initiale. C'est le modèle, construire le modèle initialement, mais dans l'utilisation, c'est pas si pire que ça quand on compare à d'autres choses communes qu'on fait comme justement streaming sur Netflix. Là. Excellent ça. Écoute, à quoi tu penses que va ressembler la visibilité en ligne dans les prochaines années? Est-ce que le monde va trouver notre podcast en cherchant sur ChatGPT? Ah, garantie qu'ils vont le trouver, absolument. C'est du contenu extraordinaire, fait qu'ils vont le trouver. Ouais, c'est ça. Comment ça va évoluer tout ça? Tu sais, là, il y a comme une effervescence, là, il y a comme la folie un peu. Oui, il y a une bulle, puis tu sais, d'un point de vue, si on regarde le point de vue financier, puis ces choses-là, mais il y a une bulle d'innovation technologique aussi, puis les choses vont se stabiliser à un moment donné. C'est pas vrai que toutes les solutions qu'on voit en ce moment vont toutes survivre. C'est clair que non. Ça va continuer d'évoluer rapidement, mais au bout de la ligne, les principes, puis ça, j'insiste souvent dans mes cours pour dire ça. Tu sais, les principes de base de bâtir de la valeur pour les clients qu'on veut aller chercher, de démontrer qu'on peut répondre à leurs besoins, ça reste universel. De montrer que on est capable d'écouter leurs besoins aussi, d'avoir une conversation, ça reste encore. Ça va continuer d'exister même avec les LLM. Il va y avoir des améliorations qui vont continuer de se faire, ça va bouger très vite. Il va y avoir des jobs qui vont se perdre et d'autres qui vont se créer, c'est sûr. D'ailleurs, un truc pour votre site web, si vous cherchez à améliorer le site web, allez dans la solution de votre choix, là, peu importe laquelle, puis demandez à l'IA, avec un prompt qui peut être tout simple au départ, de dire « Regarde cette page web-là, puis analyse-la comme si tu étais un expert géo, puis donne-moi des conseils là-dessus. » Puis il va vous sortir des choses. Ça veut pas dire de tout gober qu'est-ce qu'il va dire, là, mais ça peut vous donner des indices pour tu sais, les fameux low-hanging fruit, là, des choses qui sont faciles à faire, ça coûte pas cher, c'est rapide, n'importe quel PME peut faire ça, n'importe qui peut faire ça. C'est un point de départ facile, là. Puis là, on apprend avec ça, puis on s'améliore. À ta connaissance, y a-tu des serveurs MCP qui se connectent à ces plateformes style WordPress, de faire de même, qui peuvent aller plus en profondeur sur le contenu? Ben oui. Ben justement, les outils qui vont monitorer ta présence là dans les moteurs dans les résultats, souvent ils vont te donner des informations, des métriques sur la fréquence de mention, sur combien de fois tu as été présent dans les résultats, ton share of voice parmi les autres entreprises qui sont peut-être compétitives. Mais la plupart de ces outils-là aussi ont un élément, soit parce qu'ils vont se connecter à Google Search Console, à ton Google Analytics, ou ils vont évidemment crawler eux-mêmes ton site web. Puis là, ils vont te donner des recommandations. Même prioriser, commence par corriger telle chose, des choses comme ça. Il y a plein d'offres. Les prix varient énormément. La qualité des résultats varie beaucoup aussi. Et il y a même une solution québécoise qui offre un outil là, qui s'appelle xseek.io, qui est une solution québécoise qui évolue rapidement, qui s'adapte et tout ça. Mais sinon, il y a plein d'autres joueurs aussi qui font ce genre de choses-là. Super. Martin, avais-tu d'autres choses à demander? Non, on pourrait en parler pendant des heures, mais le temps est limité. Bon, ben merci à vous deux, merci Stéphane, surtout pour ton expérience, partager avec nous ton expérience. Merci Mathieu pour tes questions en rafale, comme toujours. Puis on se revoit au prochain podcast. Pensez IA. Pensez à la prochaine tout le monde. À la prochaine. Salut. À la prochaine.